Alors bonjour tout le monde. Merci Sarah pour l'introduction. Félicitations aux organisateurs de CIFAL et à toute l'équipe scientifique de CIFAL pour ce programme riche. Nous collaborons pour la 5e fois depuis la création de cette association et avec un très grand plaisir qu'on partage avec vous le résultat d'un travail qu'on a fait au niveau de l'ANFA il y a pratiquement 3 ans sur les enjeux de financement, sur le cas algérien et qu'est-ce qu'on a besoin justement pour améliorer la prise en charge de nos patients. Alors, je commence tout d'abord par un petit message qui est lié forcément à la raison ou bien l'objectif de participation à cette édition de CIFAL. C'est la campagne internationale lancée par la Fédération internationale de pharmacie. L'ANFA, elle est membre depuis l'année passée dans cette fédération internationale. La campagne internationale qui s'appelle Think Health, Think Pharmacy, c'est un rappel justement pour intégrer encore en plus ou bien défendre la place du pharmacien comme acteur de santé publique et surtout dans la promotion des soins primaires en officine. Et je pense que la thématique d'aujourd'hui concerne bien l'oncologie et le rôle du pharmacien dans l'oncologie. Alors, on commence par une introduction. On va parler des enjeux de financement sur 4 points essentiels. Le premier sera le contexte actuel des cancers en Algérie. Deuxième point, c'est la situation actuelle du financement, les défis et les enjeux, puis des recommandations et des propositions de l'association. Alors, le rapport, c'est un travail réalisé sur plusieurs années, après 7 summits régionaux et nationaux, avec la participation de plus de 60 experts, pharmaciens et cliniciens, 20 sessions de débat et 900 participants à travers le territoire national. Alors, ce rapport constituera une force de proposition et une contribution qualitative pour les décideurs et les acteurs clés du domaine de la santé en Algérie. Alors, le contexte général du cancer, on va donner juste quelques rappels par rapport aux chiffres déjà présentés par les communicants déjà passés, les cliniciens. Alors, deuxième cause de mortalité en 2020, nouveau cas de cancer devrait atteindre les 60 000 cette année. En 2020, l'âge médian au diagnostic était de 50 ans et le taux de prévalence du cancer est estimé à 11,4% en 2022. Alors, avec les rapports de l'OMS, incidence globale de 58 000 cas, alors en augmentation, la prévalence liée généralement à d'autres facteurs de risque et des maladies chroniques à environ 150 000 et une mortalité avec des formes avancées de 32 000. Les principaux types de cancers en Algérie sont les suivants: cancer des seins à 24,5%, cancer du poumon 15,6%, cancer colorectal 12,2% et le cancer de la prostate à 11,2%. Le cancer du sein est le type de cancer le plus pratiquement fréquent chez la femme et le cancer du poumon est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes algériens. Le taux d'incidence du cancer en Algérie est plus élevé chez les hommes que chez les femmes et le taux d'incidence est également plus élevé dans les zones urbaines que les zones rurales. Maintenant, on va passer rapidement à la demande et l'évolution des thérapies anticancéreuses. Bien sûr, la demande va augmenter pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le vieillissement de la population, les changements du mode de vie, l'exposition à des facteurs d'environnement et l'amélioration de l'offre de soins. On oublie souvent que même donner plus accès aux soins, ça va engendrer des coûts liés à la prise en charge. Un rapport tout récent par les industriels français qui parle généralement du nombre d'enregistrements qui sont en cours, des thérapies destinées à l'oncologie. Et c'est juste là pour donner quand même des chiffres pour qu'on se prépare justement au marché du demain. Aujourd'hui, il y a des médicaments enregistrés, il y a d'autres en cours d'enregistrement, il y a de l'innovation, il y a des biosimilaires introduits dans la nomenclature nationale. Par contre, il faut se préparer via ces informations qui sont liées à des innovations qui sont en cours. L'FDA enregistre 407 projets, l'EMA 271 projets entre les nouvelles substances actives, les extensions et les biosimilaires et les reformulations.
Alors, une grande variété d'aires thérapeutiques et d'indications ciblées, l'oncologie et la neurologie en tête de liste. Alors, cancer de poumon à petites cellules, sein, leucémie myéloïde aiguë, cerveau et mélanome sont les cancers pratiquement où il y a beaucoup de projets d'enregistrement en cours. Alors, l'enseignement, c'est mieux préparer l'arrivée des innovations. Aussi, à la tendance mondiale, il y a quand même un virement vers les produits biologiques plus que des produits chimiques dans le domaine d'enregistrement en oncologie, avec un ratio qui dépasse les 40%. Selon les rapports d'IQVIA, collectivement, les 5 principaux types de tumeurs, cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, myélome multiple, cancer des reins, représentent 53% de l'ensemble des ventes des produits oncologiques dans le monde. Toujours dans le contexte actuel de la prise en charge, la prise en charge en Algérie a évolué depuis plusieurs années. Nous revenons sur les recommandations de l'OMS que la prise en charge des cancers comprenne à la fois la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs. Alors la prise en charge des cancers ne se limite pas aux thérapies ou à la prise médicamenteuse ou bien aux soins proprement dit. Alors ça comporte 5 grands projets selon les recommandations de l'OMS. Bien sûr, en Algérie, on a vu le premier plan cancer depuis 2015 et on va donner quelques chiffres clés par rapport les réalisations de ce plan cancer. On ne dispose pas d'un bilan sur les infrastructures et les personnels spécifiques dédiés à la prévention et au traitement du cancer en Algérie. On peut citer le nombre d'établissements, on peut citer les spécialités par établissement, on peut parler d'une extension de la prise en charge via la réception de plusieurs centres anti-cancer dans le territoire national, mais pas que. Tout type d'établissement de soins est affecté à la prise en charge de cette pathologie. Alors, il n'y a pas de chiffre qui englobe toutes les ressources dédiées à la prise en charge des cancers en Algérie. Par contre, il y a un chiffre déjà, selon les estimations toujours de la boîte IQVIA, que les soins en hôpital touche la barre des 500 milliards de dollars. C'est des coûts directs, on parle toujours des coûts directs. Les coûts indirects qui sont liés à la perte de productivité ou bien des coûts intangibles comme la gestion de la douleur ou bien des souffrances psychologiques ne sont pas captés en Algérie. Pour donner une petite évaluation du premier plan cancer 2015-2019, il y avait quand même quelques points positifs. L'augmentation du nombre de centres de dépistage et de traitement du cancer, l'amélioration de l'accès de soins par conséquent, l'amélioration de la formation des professionnels. Il y avait un focus particulier sur cette aire thérapeutique, l'amélioration de la qualité des soins par contre, la sensibilisation du public au cancer malgré les insuffisances dans le domaine de la prévention. Par contre, il y a des limites qui concernent ce premier plan, cancer 2015-2019, la persistance des inégalités d'accès aux soins, le coût des thérapies anticancéreuses qui reste quand même un obstacle majeur de l'accès aux soins, la sensibilisation au cancer qui est encore insuffisante, la faible mise en œuvre des stratégies de réduction des risques et de prévention, le retard dans l'introduction des innovations thérapeutiques de nouveaux produits et équipements de diagnostic et de traitement et les outils de simulation, les fréquentes pannes des équipements de radiothérapie et les défaillances de programmes de maintenance. Absence d'évaluation publique déjà des plans et la performance des plans existants, l'insuffisance du système d'information sanitaire et c'est le débat d'actualité aujourd'hui. Nous passons à la situation actuelle de financement. Le financement des plans et des thérapies anti-cancer, il est lié au modèle de financement de la santé en Algérie. On commence toujours par des chiffres clés.
Alors, dans la part de la dépense publique de santé, elle est toujours importante, hein. Par contre, le ratio a connu une baisse depuis 2019 de 70 à 60% comme apport de l'État dans le financement de la santé en Algérie. Nous représentons pratiquement 6% du PIB comme budget annuel de santé. Budget par citoyen, il est estimé aux alentours de 200 à 210 dollars par citoyen. Et la dépense publique, elle est passée de 69, 70 jusqu'à 59% dernièrement. Pour la dépense privée en santé, alors les dépenses privées représentent pratiquement 40%, en dépenses de la sécurité sociale 28%, et voilà vraiment la mutation principale, c'est l'apport des ménages dans le financement de notre système de santé qui a atteint la barre des 39%. Alors c'est le changement le plus important qui marque une rupture par rapport aux tendances passées et par rapport aux objectifs de la gratuité des soins. Réellement, l'Algérien paye jusqu'à 39% des coûts de sa santé. Comment se situe le modèle algérien? Alors le modèle algérien, c'est un modèle mixte qui prend de chaque modèle de santé qui existe déjà à vocation universelle. En même temps, on a mis en place d'un système d'assurance et en même temps le secteur privé des soins en expansion avec des assurances privées marginales. Si on va donner juste une petite comparaison avec d'autres pays, on va trouver que l'apport ou bien la part de la santé représente 6%, à l'Égypte 5%, Jordanie 8%, Liban 8, 5. Alors, ce n'est pas juste pour comparer les pourcentages, mais le plus important, c'est l'évolution des dépenses. En Algérie, je pense qu'on a assisté quand même à 4 fois plus le chiffre entre 2000 et 2019, et l'évolution chez les autres pays, pratiquement, elle était de 1,5 à 2 fois plus. Bien sûr, clairement, on voit que la seule courbe quand même ascendante entre l'État, sécurité sociale et ménages, c'est les ménages qui touchent pratiquement la barre des 39% comme apport dans le financement de la santé. C'est un point à prendre en considération pour tout plan de prise en charge lié au cancer ou bien à d'autres pathologies. Il y a des mesures actuellement de refonte du système de financement instaurées récemment par les pouvoirs publics qui sont liées justement à la gestion ou bien la gestion des budgets sous forme des budgets programmes. C'est des budgets où il y a une logique de programme, il y a un objectif, il y a une performance recherchée par rapport aux dépenses, il y a la logique des résultats certainement, la responsabilisation et la transparence. Voici les chiffres du ministère des Finances 2023 qui parlent des crédits de paiement mis à la disposition du ministère de la Santé qui a atteint la barre des 711 milliards de dinars en 2023. Les programmes déjà sont répartis en 4 chapitres. Le programme prévention et soins, et nous avons un commentaire justement sur cette question de mettre la prévention et les soins dans le même chapitre. Alors, or que pour bien parler de prévention, on doit dédier un budget ou bien un programme lié à la prévention. Sinon, on va rester dans les dépenses liées aux soins et nous connaissons tous quand même la pression exercée sur les dépenses des soins. Alors, programme de formation dans le domaine de la santé. Le troisième programme, c'est le programme d'administration générale. Maintenant, par rapport à l'évolution des coûts de lutte contre les cancers, comme j'ai déjà mentionné dans l'introduction, ce n'est pas lié forcément à la prise en charge médicamenteuse ou bien aux soins. Alors, le coût, il inclut les coûts de prévention, les coûts de dépistage, diagnostic, traitement et des soins palliatifs. Nous devons mettre quand même le point sur le fonds de lutte contre le cancer. À l'époque, c'était l'une des méthodologies de financement les plus innovantes. De rares pays qui ont opté vers cette mesure. Quand même, les recettes de ce fonds national de lutte contre le cancer qui ont atteint les 7 milliards de dinars par an. Jusqu'au 31-12-2022,
la cagnotte a rassemblé 63 milliards de dinars. Les dépenses, seulement 4,7 milliards de dinars pour des raisons liées à la réglementation et en même temps à la nomenclature des dépenses qu'elle ne permet pas à l'époque de dégager un budget dédié à la prise en charge ou bien à l'achat de médicaments. Ce n'est pas le cas maintenant. Il y a quand même des budgets alloués à l'achat à l'approvisionnement des produits de santé liés à la prise en charge des cancers à partir de ce fonds. Par contre, il y a un commentaire ici. Si on parle aujourd'hui des fonds collectés depuis 2014, idéalement transférer ce fonds vers des fonds d'investissement et pour ne pas rester dans simplement la collecte, parce que vous savez très bien avec les mutations économiques, déjà cette valeur a perdu quand même de valeur depuis 2014 à ce jour. Dans 10 ans, vous pouvez imaginer les pertes économiques en valeur de cette cagnotte qui s'appelle le Fonds de lutte contre les cancers. Par rapport à l'approvisionnement, un point très important, que l'hématologie et l'oncologie représentent plus de 60% des approvisionnements de la PCH. Quand même, cette gamme qui représente un enjeu majeur et elle peut même engendrer des déséquilibres importants dans le fonctionnement de cette entité à caractère économique ou bien le distributeur exclusif en produits de santé vers les établissements de santé. Alors le rapport du ministère des Finances en 2023 parle d'une valeur de 63,56 milliards de dinars dédiés à l'oncologie. C'est l'équivalent de 38 à 40% des dépenses par rapport aux autres pathologies. En 2024, le prévisionnel de la PCH a parlé d'un apport de 38% d'achats dédiés à l'oncologie et ensemble avec l'hématologie représente 58% dans le prévisionnel de la PCH en 2024. Vous voyez qu'il y avait quand même une chute de budget alloué à la prise en charge, mais c'est dû principalement à l'enregistrement et l'introduction des biosimilaires qui ont fait gagner quand même quelques millions de dinars. Mais le ratio médicaments dans le budget, il était pratiquement stable entre 12 et 13%. Alors, en passant rapidement aux défis pour passer au... Je pense qu'il y a d'autres communications qui sont intéressantes, loin de cette histoire de financement, qui reste quand même un point essentiel. Le nerf de la guerre, c'est l'argent aujourd'hui, même dans la planification sanitaire. Alors, on parle d'un vieillissement de la population, des dépenses de santé avec des évolutions inévitables. L'accès aux soins contre le cancer est encore inégal en Algérie. La prépondérance donnée aux soins curatifs hospitaliers et aux médicaments anti-cancer au détriment des autres programmes de prévention, dépistage et soins palliatifs, l'augmentation de la prévalence, le progrès de la recherche. On est un pays qui est consommateur déjà des innovations et de la recherche. On n'est pas déjà on génère pas de valeur réellement via des recherches locales. Le poids des dépenses pour la lutte contre le cancer risque de déformer même l'allocation des budgets publics de santé. Vous voyez que la moyenne déjà, elle est de 210 $ par citoyen, 60% des budgets sont affectés à la cancérologie. Nous avons d'autres phénomènes de santé publique qu'on doit lutter contre. Les maladies chroniques, le diabète, les maladies psychiatriques sont des phénomènes de santé publique. Alors, on ne peut pas laisser quand même un dossier qui prend pratiquement plus d'importance en matière de planification budgétaire sur les autres aires thérapeutiques. Une production locale nouvelle en oncologie et les coûts des thérapies anticancéreuses a un impact négatif à court terme sur l'économie et la société algérienne. Pour les propositions rapidement, l'ANFA plaide à travers son rapport à pratiquement promouvoir une approche stratégique. L'approche stratégique pratiquement implique une collaboration étroite entre tous les acteurs du système de santé en Algérie et c'est le point le plus important. Parmi les recommandations, c'est la notion des parcours de soins et je pense même que la commission actuelle qui se charge du dossier des cancers en Algérie a quand même pris ce point en considération dans le plan d'action. C'est le parcours de soins en oncologie.
Quelques réformes pour le budget programme, malgré que ce sont des mesures ou bien des réformes toutes récentes, mais ça nécessite quand même quelques améliorations en matière de priorisation de la prévention et séparer les deux budgets, prévention et soins, pour donner vraiment de l'importance. La sélection rigoureuse des protocoles et des produits et la décentralisation dans la gestion de ce programme et la participation en impliquant toutes les parties prenantes, notamment les professionnels de santé, les patients, les associations, dans la planification et l'évaluation des programmes. Alors, pour des mesures qui visent l'amélioration de l'accès aux soins anti-cancer, nous pouvons parler des soins de proximité, malgré qu'il y a suffisamment d'établissements de santé de proximité, mais ne sont pas vraiment affectés à la mission de prendre en charge les cancers. On peut les qualifier justement pour qu'ils soient des centres de proximité, développer la couverture maladie universelle, parler de l'accélération d'accès aux innovations et aux technologies de santé, mais pratiquement en sortant de discours binaires, innovation ou bien produit local. Les deux sont complémentaires. Si on va introduire des produits localement, des biosimilaires, c'est pour gagner et dégager des budgets pour ramener d'autres innovations. Les innovations auront leur place dans l'amélioration de la qualité de vie des patients. Alors, lancer une étude prospective approfondie sur la faisabilité et l'impact potentiel de la mise en place de programmes de remboursement de certaines thérapie anticancéreuse par l'assurance maladie, c'est le passage à l'officine et sera quand même le thème de la prochaine communication. Alors, pour optimiser les dépenses publiques, c'est toujours renforcer le cadre réglementaire de la gestion de budget programme, impliquer la sécurité sociale et les mutuelles et les assurances privées dans le financement, développer et promouvoir l'utilisation des médicaments génériques et biosimilaires. Rapidement, dans l'implication de la sécurité sociale et des mutuelles et les assurances, vous savez très bien que les mutuelles ou bien les assurances complémentaires ont une contribution très marginale dans le financement des systèmes de soins ou bien des programmes de soins ici en Algérie. On peut adopter quelques régimes qui parlent d'une assurance obligatoire à hauteur de 60% et une assurance complémentaire obligatoire à hauteur de 40% avec une participation dans l'assurance complémentaire publique pour bien sûr les démunis. Pour la faisabilité, je vais laisser Dr Derwish quand même détailler ce point-là sur le passage des anticancers vers l'officine. Alors, on doit parler d'un deuxième rapport publié par l'association, c'est pour améliorer les systèmes de passation des marchés publics en faveur des produits de santé, car c'est des procédures pratiquement qui impactent fortement la mise en place des produits au niveau des établissements de santé et qui nécessite une amélioration adaptée au domaine de la santé. Nous avons traité ces points et des recommandations dans le deuxième rapport. Je vous invite à visiter le stand de l'ANFA justement pour découvrir le contenu et les recommandations de ce rapport. Pratiquement la place des partenariats publics-privés, c'est parmi les points. D'ailleurs, c'est l'actualité aujourd'hui avec le texte en préparation qui régit ces partenariats publics-privés. Je pense que c'est une piste qui va offrir quand même plus de ressources de financement dédiées à la prise en charge des cancers. On peut dire que les partenariats publics-privés peuvent intervenir pour alléger la pression du financement public, l'amélioration de la gouvernance des établissements de santé par l'association des différents partenaires et favoriser l'innovation. Je peux donner quelques modèles qui existent partout dans le monde selon les rapports de nos partenaires IQVIA, où il y a toujours une association entre un acteur économique, une assurance complémentaire, une autorité de santé publique pour financer une partie de la prise en charge, par exemple, dans le cas de Kenya, par exemple, un pays africain, c'est pour comparer le comparable, améliorer l'accès aux services de diagnostic et de traitement en oncologie pour des populations à faible revenu. C'était quand même financé via des partenariats publics-privés. À Dubaï, aux Émirats Unis, il y avait quand même une association entre une autre firme pharmaceutique avec le Dubai Health Authority, l'autorité de santé, et une assurance complémentaire pour couvrir
soutenir justement le dépistage et le traitement des cancers colorectal. Alors, on peut partir sur des programmes ciblés via des partenariats publics-privés pour dégager du financement et minimiser justement la pression sur le financement public. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Tabainet, pour cet exposé.